par donner la parole au président Christian de Cory, qui est le président de la Société scientifique et littéraire des Alpes de Haute-Provence. Je ne suis que son vice-président. Il va nous parler pendant quelques minutes de la société et ensuite nous évoquerons cette revue qui est maintenant dans la bibliothèque sur laquelle 3 personnes ont travaillé pour décrire, pour définir beaucoup de choses sur cette haute vallée, cette haute Bléone qui est tellement présente ici. Alors Christian, si tu veux bien me rejoindre et prendre la parole. Merci Jean. Oui, Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être venus très nombreux à cette présentation des Chroniques de Haute-Provence numéro 370. Je voudrais saluer Monsieur le maire de Prats-Haute-Léon, Monsieur Bartolini, les membres du conseil municipal et les membres des associations culturelles. Merci d'être venus ce soir. Qu'il me soit permis de remercier chaleureusement Monsieur le maire de Prats, ainsi que mon ami Jacques Meurant, vice-président de la Société scientifique et littéraire des Alpes de Haute-Provence, d'avoir pris l'heureuse initiative d'organiser cette rencontre, que dis-je, cette présentation du dernier ouvrage de notre société des Chroniques de Haute-Provence. Mais si nous sommes là cet après-midi, c'est également et surtout pour honorer 3 personnes, Madame Hélène Aulagnier, ici présente, Mademoiselle Janine Cazer de la Société scientifique dont Jacques parlera ensuite, et Monsieur Daniel Thierry également, qui par leur plume, leur savoir, permettent à nos lecteurs de mieux connaître le pays de Haute-Bléone, de par son histoire, sa géographie, sa communauté, et ce depuis plusieurs siècles. Ces textes, tout aussi différents les uns des autres, complètent avantageusement ce qui a déjà pu être écrit à ce jour. Dans un moment, Jacques Meurant nous présentera ces auteurs, que nous souhaitons remercier et féliciter au nom de notre société pour leur contribution à la connaissance de notre patrimoine basalpin. Et si vous le permettez, je souhaite ce soir saisir l'opportunité de faire connaître notre société, cette vieille dame très digne, âgée désormais de 135 ans. C'est l'association la plus ancienne du département, de notre département. Alors, je n'ai pas la prétention de connaître par cœur, donc je ne veux rien oublier parce que c'est un texte que nous avions remanié dans les années 80. Donc notre association fait partie de ces anciennes sociétés savantes qui furent créées dans toute la France à la fin du XIXe siècle. Ses fondateurs avaient exprimé la volonté que cette société puisse mettre en relation intellectuelle tous les hommes studieux du département, rappelant que le degré de civilisation d'un peuple se mesure à sa culture intellectuelle. La Société scientifique et littéraire des Alpes de Haute-Provence est établie pour favoriser le progrès des sciences, des belles lettres et des arts. Elle a son siège à Digne, elle a toujours d'ailleurs. Le programme de ses travaux comprend tout ce qui intéresse ou touche le département, la région, même dont il dépend, au triple point de vue historique, scientifique et littéraire. Tels sont les 2 premiers articles des statuts de la Société. Nous aimons aussi rappeler que la première devise de la Société était « Fraternité et progrès ». Notre Société a été déclarée d'utilité publique par décret du 6 juillet 1981. Depuis 1878, date de la création, les publications de la Société représentent une source incomparable de documentation sur le département et sa région. De nombreux spécialistes ont signé des articles qui font référence, et c'est le cas ce soir pour les 3 auteurs que j'ai cités tout à l'heure. La Société ne publie que des travaux inédits. Désormais, le conseil d'administration cherche à élargir le champ d'intérêt de ses activités pour s'ouvrir à un nouveau public et faire du patrimoine et de la culture locale un lien social, sans oublier les principes fondateurs.
Toutes les actions entreprises depuis ces dernières années visent à développer les motivations de nos fondateurs, à savoir n'avoir aucune limitation, aucune spécialisation dans le champ de la connaissance, mettre en relation les personnes qui participent à la vie intellectuelle du département. Nous entendons par là apporter une contribution aux personnes qui recherchent une meilleure connaissance du patrimoine ou qui travaillent à sa sauvegarde. Pour cela, il a été nécessaire d'innover et d'actualiser certaines pratiques. Voici ce qui a été engagé. Nos publications ont toujours été au cœur de l'activité de notre association, avec les Annales des Basses-Alpes, que vous connaissez, devenues les Chroniques de Haute-Provence aujourd'hui. Depuis plusieurs années, nous avons décidé de ne publier que 2 numéros annuels consistants, plutôt que 3 ou 4 plus ténus, afin de réduire les frais de fonctionnement. Il faut de temps en temps parler un petit peu de frais de fonctionnement, malheureusement, mais c'est comme ça. Les dates de publication, en principe, sont juin et décembre. On ne les tient jamais, mais on en parle toujours et on essaie quand même de se coller au mieux à ces dates-là. Désormais, une fois par an, dans le numéro de décembre, nous ouvrons nos colonnes, et ça c'est très important, à d'autres associations du département qui œuvrent pour la culture ou le patrimoine local. Nous avons amélioré et organisé et modernisé la présentation de notre publication. Celle-ci est désormais une véritable revue de qualité, attractive, agréable à prendre en main et à feuilleter. Bien entendu, nous n'avons rien retiré au contenu qui consiste toujours en textes originaux n'ayant jamais été publiés. En collaboration avec d'autres associations, à l'exemple de la SAMENS, Barcelonnette, Connaissance de la Vallée, nous publions avec leur accord des tirets à part. C'est une solution qui permet de proposer plus facilement des textes intéressants à un prix de vente inférieur à celui de la revue. Cela nous permet de faire mieux connaître la société tout en améliorant la rentabilité financière de nos impressions. D'autres objectifs mobilisent le Conseil, en particulier celui de s'attacher des universitaires, chercheurs, soit universitaires, soit chercheurs libres, également étudiants, doctorants, pour enrichir nos publications, en leur offrant une possibilité de communiquer à un public non spécialisé, tout en veillant au devoir de vulgarisation au sens noble du terme que nous devons à nos lecteurs. Depuis 2008, nous travaillons avec la société à responsabilité limitée Transfert, qui a son siège à Turier. Transfert est notre artisan metteur en page et société d'aide à l'édition avec qui nous avons les meilleures relations possibles et avec eux on peut travailler vraiment librement en faisant des propositions. Eux-mêmes se tiennent à notre disposition pour toujours améliorer la qualité de la présentation, donc de la mise en page. Concernant nos causeries, eh bien, je crois que, Jacques, nous fêtons cette année, mesdames et messieurs, le 10e anniversaire de la mise en place de nos causeries-conférences, puisque les premières ont eu lieu en 2003, et c'est Madame Bernadette Rességuier, qui était conservateur du musée de Moustier, le musée de la faïence de Moustier, qui avait inauguré donc cette première conférence causerie. Donc, vous proposez des soirées enrichissantes à nos membres. Donc, on essaie de maintenir un rythme mensuel, hormis l'été, janvier et septembre, avec comme objectif d'ouvrir au public des manifestations culturelles afin de connaître notre société et y attirer de nouveaux adhérents. Évidemment, les entrées sont libres et nous proposons à notre public qui est divers, un public diversifié, des bulletins et revues édités par la société. Enfin, et je vais en terminer là, cette journée archéologique qui est issue de la volonté de notre... Nous avons une sous-association qui est le comité de sauvegarde des monuments et des sites des Alpes de Haute-Provence, qui a été créé à la fin des années 60. Et donc cette journée annuelle, on doit la rendre attractive à un plus grand nombre de personnes et qui a été rebaptisée Journée archéologique de découverte. Et nous ne nous contentons pas d'approcher les monuments pour connaître leur histoire, nous rencontrons et échangeons avec des associations locales qui œuvrent pour la plupart pour la conservation de leur patrimoine.
Enfin, le site internet, nous avons un site internet qui est régulièrement mis à jour. C'est vrai que c'est difficile d'être toujours derrière, il faut le faire vivre. Bon, je vous fais la publicité, c'est www.mémoire04.org, où vous trouverez un grand nombre d'axes de recherche pour retrouver soit par les articles, soit par les communes, soit par le nom des auteurs. Voilà pour ce qui concerne, je tenais vraiment à participer, à vous faire participer à la vie de notre association, mieux la connaître. Cette association, donc créée en 1878 par l'abbé Ferraud, que vous connaissez tous, vous avez tous en entendu parler, se veut ouverte à tout le monde culturel. Souvent, parce que peut-être nos prédécesseurs, illustres soient-ils, ont peut-être pensé qu'on pouvait vivre un petit peu sur un acquis, un noble acquis, puisque la société, évidemment, c'est la référence du département. Mais peut-être que nous nous sommes un petit peu endormis au siècle dernier et que, bon, on avait oublié que, bon, ben, on n'était pas les seuls. Et donc, depuis quelques années, la société scientifique, on va dire une grande dizaine d'années, une quinzaine d'années, s'est ouverte à toutes les associations qui œuvrent pour la culture, les manifestations culturelles et le patrimoine. Et je crois que nous en recueillons aujourd'hui les fruits, parce que si nous sommes la référence du département, entre guillemets, c'est pour ça que nous acceptons dans nos colonnes la publicité de ces associations qui œuvrent pour le patrimoine, mais également la présentation de livres qui sont quelquefois méconnus dans le commerce des libraires et que nous mettons en valeur au moins une fois par an. Alors je voudrais dire qu'à cet effet, suite à une grosse demande, une demande importante de nos adhérents, nous avons réédité les 3 premiers tomes des Annales des Basses-Alpes. 3 tomes qui vont de 1880 à 1888. Donc le tome premier, il comprend la période de 1880 à 1883, le deuxième de 1884 à 1886 et le troisième de 1887 à 1888. Voilà, je tenais, il existe encore quelques exemplaires, parce qu'il y avait déjà une souscription, qui sont à votre disposition. Il n'y avait aucune différence de prix entre la souscription et l'achat, donc je peux vous dire d'ores et déjà qu'ils sont au tarif, si quelqu'un qui prend les 3 tomes, ils sont au prix de 100 € les 3 tomes. Ça a été un gros travail qu'a réalisé la SARL Transfert, car il a fallu, malgré tout, même si ce sont nos écrits, ça nous appartient, il a fallu demander l'autorisation à la BNF, la Bibliothèque nationale de France, pour pouvoir éditer nos propres écrits. Ça paraît c'est un con, mais c'est comme ça. Donc la société de transfert a fait un énorme travail de nettoyage, puisque c'était de très mauvaises copies qui avaient été faites à l'époque. Et là, franchement, le travail, il est magnifique. C'est aussi beau que les originaux de nos annales. Voilà ce que je pouvais dire, Jacques. En tout cas, merci. J'ai été un petit peu long, mais il était normal ce soir, lors de cette présentation, de faire connaître mieux notre vieille dame. Je dis digne, hein, c'est pas un jeu de mots, hein, digne elle-même, puisque c'est les Alpes de Provence, mais parce que bon, c'est quand même la plus ancienne association du département et qu'elle le méritait en tout cas ce soir. Merci, merci madame. Juste un dernier mot. Je voudrais, avec notre secrétaire générale, madame Yvette Isnard, elle a encore 2 dans son sac, vous offrir à la bibliothèque de Blégier nos 2 ouvrages emblématiques, l'un sur la Révolution, ce qui est un ouvrage collectif, et l'autre sur la photographie en Haute-Provence. Et là, je crois qu'il y a 2 monographies ou 3 monographies sur le pays de Seine. Ça touche le pays de la Haute-Bléone, mais je pense que c'est important. Et puis si un jour vous avez vraiment besoin d'ouvrages supplémentaires, n'hésitez pas. Nous croulons sous les ouvrages à la Société scientifique, si bien qu'il y a quelques années, on a été obligé de demander à la mairie une autre salle pour mettre nos très vieilles collections, les archives. Merci. Alors, mesdames, messieurs, j'entre tout de suite dans le vif du sujet, bien que j'ai retenu une chose qui me fait un plaisir immense, c'est que, si j'ai bien compris, on fête 10 années dans cette commune de Prats, dans ce lieu de Blégier, auquel, je ne vous le cache pas, je suis très attaché sentimentalement. J'en viens tout de suite au propos, au lancement de cette
de cette revue. Le premier texte qui figure est dû à la plume de M. David Thierry. Ce monsieur, ce monsieur aurait bien voulu être présent, mais il est relativement âgé et il souffre d'une maladie malheureusement incurable. Et il a dit dans le mail qu'il nous a envoyé qu'il aurait eu tant de plaisir à revoir des personnes qu'il avait eu l'occasion de rencontrer ici, parce qu'il se souvient d'un accueil exceptionnel et il aurait donc aimé être présent. Alors, je ne le représente pas, je dis quelques mots de son texte. C'est un texte très scientifique qui traite du terroir de Haute-Bléone. Et il dit à propos de ce terroir de Haute-Bléone, je cite, « C'est un territoire qui constitue une entité remarquable qui a connu depuis longtemps une occupation humaine bien individualisée. » Il reconnaît que nous sommes dans un pays de montagne, il parle des cours d'eau, et son article est accompagné de nombreuses illustrations qui vont délimiter ce qu'il appelle le terroir de Haute-Bléone. Je vous cite, avec au sud Marcous et Archaille, à l'est Prats, Chanol, Chavaille, au nord Auzé et à l'est Barle, Énac, La Robine. Il nous apprend que ce territoire a été habité depuis très très longtemps, même pendant la période préhistorique, ou un petit peu après, avec des tribus qui sont appelées les Galitae, et son étude va commencer avec l'Antiquité, il constate qu'il n'y a pas beaucoup de documents sur ce sujet, et va aller jusqu'au XIIIe siècle. Son travail s'est appuyé sur deux textes essentiels. D'abord, en 1780, si je me souviens bien, un compte-rendu d'un procès. Alors ça m'a beaucoup plu parce que j'ai cherché dans le dictionnaire, bien sûr, il parle de plaide, P-L-A-I-D. Je me suis demandé ce que c'était. Moi qui suis ancien avocat, j'ai tout de suite compris que c'était un procès, puisque l'avocat plaide et fait une plaidoirie. Alors, le second document, je n'en dis pas un mot parce que Madame Aulagnier nous en parlera, c'est ce qu'elle appelle en termes très scientifiques un polyptyque et que très naïvement j'appellerais un inventaire des biens qui se trouvent sur une commune déterminée. Alors, on va ainsi, grâce à M. Thierry, apprendre que le hameau qui se trouve donc rattaché à la Javie, si je me souviens, le hameau de Chaudol, et alors, à l'époque dénommé Calladio, était le centre d'un très grand domaine appartenant bien évidemment aux moines. Donc c'est de ce polyptyque dans lequel figure cet inventaire que nous parlera Madame Aulagnier. Ce que j'ai retenu, n'est-ce pas, c'est qu'il y avait dans cette agère Galladius, vous nous direz ce que ça veut dire, un ensemble de 80 exploitations rurales. Alors, des développements qui passent en revue ces exploitations rurales et leurs exploitants et qui traitent de la condition des hommes. Au total, il répertorie 416 hommes, femmes et enfants. Alors, ce qui sera sans doute le plus... Moi, c'est ce qui m'a plu, je ne suis pas du tout un spécialiste. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est... à la page 79, on trouve les noms de ces anciens lieux, de ces lieux que vous connaissez tous. Alors, je commence par le principal. Prats, eh bien, Prats, c'est Prato, voilà, dans la période étudiée jusqu'au XIIe siècle. Mais quand même plus curieux, Cagnola ou Cagnola, c'est Chanol. Angario, c'est Archaille. Les Brosca, ça c'est le Brusquet, bien sûr. Caveda, c'est la Javie. Je ne vous dis rien de léger parce que madame en parlera. Alors l'étude se poursuit avec la période, donc le 11e, 12e siècle, et c'est ainsi qu'on apprend qu'il y a en 1142 une abbaye qui est créée, l'abbaye de Prats, appelée tout d'abord Notre-Dame des Prés, parce que je pense
que Prats, ça vient de Prairie. Et cette abbaye de Notre-Dame-des-Prés deviendra l'abbaye de Fife. L'article de M. Thierry est un texte difficile pour le néophyte que je suis, un texte très scientifique, mais il permet en définitive de découvrir avec beaucoup de qualité intellectuelle une histoire de cette Haute-Bléone, donc de l'Antiquité jusqu'au fin du XIIe siècle. Et M. Thierry, j'espère qu'il arrivera jusqu'au bout, nous promet déjà qu'une suite sera apportée et elle portera sur les XVIIe et XVIIIe siècles. Donc, nous attendrons cela et je vais maintenant laisser la parole à Madame Lanier qui va nous parler alors de quelque chose qui est d'une complexité exceptionnelle, le polyptyque de Vadald. Je ne sais pas ce que c'est. Mais elle ajoute, heureusement, l'assise territoriale de l'Agère-Galadus. Et puis, elle va nous faire des hypothèses, elle va émettre des hypothèses grâce à ses travaux. Donc, je lui laisse la parole. Non, je crains qu'avec tout ça, vous n'allez pas le lire. Parce que, bon, en fait, c'est des mots un peu compliqués, mais parce qu'ils sont anciens. Politique, on peut traduire par inventaire. Voilà, donc l'Agère-Galadus, c'est le domaine de Chaudol. Agère, ça a donné agriculture, hein, c'est tout ce qui se rapporte à la ruralité. Donc c'est le domaine, on va dire, agricole de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille sur la région de Chaudol. Chaudol, étant donné que ça s'appelle l'Agère-Galadus, Galadus, on sait par multiples textes qu'on peut le trouver à Chaudol. Voilà. Alors, microtoponymie, ça c'est mon domaine, c'est ma passion. Ça m'est venu en 2001, c'est pas très vieux, quand je suis venue habiter à Fonfrette de Beaujeu. Une journée porte ouverte aux archives, j'ai découvert les livres terriers et tout bêtement, j'ai voulu savoir à quel moment la grange qu'on a retapée pour en faire une maison a été construite. J'ai découvert la richesse incroyable des noms de lieux appliqués parfois à une parcelle, parfois à un petit groupe de parcelles, et parfois bien sûr à un mot. Voilà. Et les anciens, je pense, comprennent ce que je veux dire, puisque eux ont encore la mémoire de tous ces noms qui se colportent de génération en génération, attribués à une telle ou telle parcelle agricole. Voilà, donc j'ai découvert tout ça et je me suis piquée au jeu, j'ai donc étudié les livres terriers. Donc ce sont les registres cadastraux, parce qu'avant il n'y avait pas de plan cadastral, on faisait la liste par propriétaire de toutes les parcelles qui leur appartenaient, en leur attribuant un nom de quartier ou un nom très précis, hein, parfois en référence à la topographie, parfois en référence à une fontaine, enfin c'est possible. Voilà, et petit à petit, en reculant dans le temps, parce que normalement si les communes ont la chance, ces livres terriers, on les retrouve tous les 50 ans au mieux. Et donc, on peut reculer jusqu'au XVIe siècle. Et là, donc, on s'aperçoit, avec curiosité, que des noms restent stables, des noms se transforment, des noms apparaissent qui sont oubliés par la suite, etc. etc. Et par le biais des confronts, c'est-à-dire que chaque parcelle, elle est explicitée en disant du Levant, elle confronte telle parcelle de telle personne, etc. Du Midi, du Bouchon, du Septentrion. Voilà, donc par ce jeu-là, on peut arriver à les situer. C'est un casse-tête assez incroyable, mais bon, si on se prête au jeu, c'est possible. Voilà, et bien plus tard, j'ai découvert le polyptyque de Vadald. Et c'est, à vrai dire, un document exceptionnel qui concerne la Haute-Bléone, enfin qui concerne la Provence entière, mais disons qu'en Haute-Bléone, c'est un texte très précieux qui peut être à même de nous expliquer l'histoire. Parce qu'il y a un grand trou noir en ce moment. Enfin, jusqu'à maintenant, il y avait un grand trou noir. On ne pouvait pas retracer l'histoire médiévale et antique de la région par le biais des écrits. Pour la simple raison, c'est que la liste du polyptyque
Elle comporte une cinquantaine de noms et on était bien incapable de les situer. Et je me suis aperçue, de fil en aiguille, que les noms que j'ai découverts à Beaujeu, puis ensuite, par plaisir, je suis allée sur Blégier, et Chaudol, bien sûr. Voilà, de fil en aiguille, je me suis aperçue qu'il y avait quand même quelques ressemblances, de près ou de loin. Alors, je ne suis pas linguiste, je ne suis pas médiéviste, je ne suis pas archéologue. J'ai tout acquis sur le tas, par plaisir, par passion, et entre autres, surtout la paléographie qui m'a permis d'atteindre, par la lecture, les textes du XVIe siècle. Voilà. Donc, j'ai écrit cet article, j'ai mis du temps à l'écrire, puisque j'ai commencé vers 2003-2004 à m'intéresser aux politiques, et puis j'ai écrit, voilà, cette année. Entre-temps, il a fallu que je prenne des contacts et j'ai été extrêmement soutenue par une dame qui s'appelle Elisabeth Sauze, qui est la seule, en fait, à avoir étudié tous ces noms de lieux, d'avoir essayé de les situer, mais elle l'a reconnu volontiers. En 84, elle n'a consulté qu'une carte et n'est pas venue dans la région, ce qui est un gros handicap au départ. Voilà. J'ai aussi été soutenue plus récément par Thierry Pécou, un médiéviste éminent, qui s'intéresse beaucoup à la Provence et qui a été nommé récemment président du CERCOR, c'est le Centre d'études et de recherche des congrégations et des ordres religieux sur l'ensemble de la France et qui est basé à Saint-Étienne. Voilà. Ma prétention n'est pas de réécrire l'histoire, mais d'apporter ma petite pierre en proposant, par analogie, et après multiples recoupements, parce que je ne base pas mes propos uniquement sur la toponymie, parce que ce sera un peu casse-gueule, on va dire, parce que les noms de lieux, il faut savoir qu'ils ont évolué de façon un peu aléatoire. J'en donne un exemple. À Montserrat, par exemple, il y a une vieille église de l'autre côté de la Bléone qui s'appelle Notre-Dame de Manano. Elle est dite comme ça, c'est dans le polyptyque. Bon, par des textes postérieurs, on sait où elle se situe, mais les anciens l'ont transformé le nom en Maninon, et par imagination, on dit Notre-Dame de Grand Nom. Ça n'a plus rien à voir, Grand Nom, avec Manano. Voilà, donc il y a toute cette gymnastique-là qu'il faut comprendre, qu'il faut traquer, c'est quand même assez difficile à cerner. Et il y a toujours une part d'aléatoire. Donc ce que j'ai essayé de faire, et Blégier en est un bon exemple, c'est de faire des recoupements avec des situations, parce qu'on parle de possession ecclésiastique, à l'époque carolingienne, Saint-Victor de Marseille. Donc il y avait présence de quelques prêtres. Donc on peut supposer qu'à l'époque, déjà, c'est l'implantation des premières paroisses. Elles sont encore à caractère domanial, n'ont pas été délimitées territorialement, mais il y a quand même des églises qui sont les prémices de nos paroisses. Et à Blégier, un lieu qui s'appelle Stolegario, il y a un prêtre et un ensemble de plusieurs familles citées ensemble. Donc, j'ai donc étudié avec Elisabeth Sauze la signification, l'étymologie. Et donc, Stal, c'est le lieu, la place. Et Jario, provenant de la racine très ancienne car, qui signifie le mamelon, le rocher. Et bon, comme j'aime beaucoup visiter, donc disons que ma passion, c'est aussi de faire du terrain et de repérer les anciens lieux d'habitat, un peu d'archéologie, les vieux chemins, etc. Et je suis montée là-haut à la ligne paroissiale et je me suis aperçue qu'en fait, le territoire de Blégier était cerné d'une ellipse de rochers. Je pense que vous pouvez me le confirmer, je pense qu'il y a beaucoup de personnes de Blégier dans l'assistance. Voilà, donc j'ai logiquement fait le rapprochement avec Blégier. Après, il faut expliquer la transformation du nom, et ça, c'est une autre paire de manches.
Voilà, c'est pas évident, il y a beaucoup qui sont contre, hein, bien sûr, je prétends pas avoir raison. Alors du coup, j'ai fait d'autres rapprochements. Et je me suis attachée aussi à la microtoponymie, et qui attachée au lieu là-haut, et je me suis aperçue qu'en fait, toutes les terres qui sont situées autour de l'église s'appellent l'église. Et toutes ces terres appartenaient à la cure de Blégier. Autre chose aussi, c'est que lors d'une visite pastorale au XVIIe siècle, les membres éminents, enfin les consuls et puis les vicaires, étaient habillés de noir, symbolisant l'habit pontifical. Et il se trouve que le chapitre de Digne n'avait que la procuration sur l'église de Blégier. Pourquoi? C'est le seul endroit dans la région de Chaudol où on a ce cas-là. Donc tous ces bouts de ficelle mis ensemble m'ont amené à émettre l'hypothèse que Stolegario était bien le site de Blégier et que l'abbaye de Saint-Victor de Marseille a gardé la propriété éminente de l'église jusqu'à la Révolution, le chapitre de Digne n'ayant que la propriété utile. Un dernier élément assez étonnant aussi sur Blégier, c'est l'immensité de la paroisse. À l'époque des premières paroisses, les paroisses étaient effectivement très immenses. Il y avait moins d'églises et les personnes pouvaient faire en zone de plaine, pouvaient faire jusqu'à 20 km pour aller à la messe. Voilà. Enfin, il faut un peu relativiser un pays de relief quand même. Donc, disons que la paroisse de Blégier a gardé ce caractère, disons, archaïque. Voilà. Donc, et puis, le dernier élément aussi à Blégier, ce qui est très étonnant, je crois que j'étais montée une fois avec monsieur le maire, c'est l'étonnante ruine de la paroissiale, de la vieille paroissiale. Alors, Daniel Thierry n'avait pas vu les ruines, il s'était surtout attaché à la façade en place. Mais derrière, il y a quand même les ruines d'une abside en cul de four avec un toit de lauze. Et cette abside ne présente que 2 grands morceaux. Donc, ceci conjugué à la position bizarrement proche de l'église actuelle, enfin de ce qui a été l'église, de ces vestiges, peut-être que je me trompe, mais j'ai mis l'hypothèse d'une présence de crypte qui a dû s'effondrer et a entraîné dans sa course l'église romane. Bon, c'est une hypothèse personnelle. Voilà. Puis la Vierge Noire aussi, là, parce que la Vierge Noire, c'est souvent lié à l'existence de cryptes, monde souterrain. Voilà. Voilà, donc tout ce recoupement, j'ai essayé de les faire pour étayer, en fait, l'hypothèse trop fragile d'un point de vue simplement toponymique. Je l'ai fait aussi sur d'autres lieux comme... attendez, que je me réfléchisse. Où c'est qu'il y avait, disons, des difficultés... Oui, sur Verdache. Voilà, sur Verdache, il y a un autre phénomène assez bizarre. C'est que j'avais trouvé que la paroisse de Verdache possédait des terres, des reliques de terre, dans 6 endroits très différents de la commune. Et donc j'ai mis l'hypothèse, a priori, d'une possibilité de reliques, de bribes d'anciens domaines carolingiens. Et il se trouve que, de fil en aiguille, en étudiant la microtoponymie de ces petits secteurs, j'ai pu être amenée à faire des rapprochements toponymiques avec les noms du politique. Voilà. Donc, voilà. Alors, oui, pour terminer, en fait, cet article, je l'ai écrit surtout dans l'optique de réveiller un peu les chercheurs. Donc, je m'excuse par avance du caractère peut-être un peu raide, un peu technique. Mes enfants m'ont dit que c'était c'est technique. Mais j'espère que ça permettra, en fait, parce que je ne prétends pas avoir tout juste, bien sûr, hein, mais c'est surtout de relancer l'intérêt des chercheurs et des archéologues. Voilà, j'ai déjà pris du contact dans ce sens.
Merci encore, Madame Olanier. Et j'en viens au troisième texte. Vous allez voir, c'est un peu plus simple. Ce texte, il est dû à Janine Cazer, que beaucoup d'entre vous connaissent, puisqu'elle a la chance d'avoir une propriété dans la commune de Prats. Elle est donc bien connue, n'est-ce pas, et malheureusement absente aujourd'hui pour des raisons professionnelles, parce qu'elle est enseignante et que son emploi du temps fait qu'elle est en train d'enseigner. Alors, dans l'article qu'elle nous propose, elle s'en tient à la communauté, elle étudie la communauté du vieux village, ce qu'elle appelle le vieux village de Prats, avant sa réunion avec Blégier et avec Mario. Elle nous dit que dans cette période du XVIIIe siècle qui précède donc la Révolution, c'est une importante communauté qui vit à Prats. Elle recense 100 familles, donc ça fait beaucoup de monde, c'est vraiment plus de 200 personnes. Et au passage, Monsieur le maire ici présent sera heureux de savoir que son prédécesseur en 1714 s'appelait Jean-Baptiste II et qu'on n'appelait pas cela, je le sais grâce à Madame Olanier, un maire, mais un consul. Donc nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Monsieur le consul Bartolini. Alors, l'article est divisé en 4 parties. Il y a une première partie qui traite des activités générales de la commune. Et j'ai vu, par exemple, dans ces activités générales, que les gens se plaignaient déjà, Monsieur le maire à Prats, on leur demandait trop d'argent. En effet, chaque année, les impositions sont lourdes et le consul principal et le consul secondaire sont obligés d'adresser des réclamations, des déclarations au procureur pour lui expliquer qu'on ne peut plus payer. Surtout qu'elle nous raconte ça, je trouve ça très bien, surtout que les gens se plaignent beaucoup parce qu'une invasion sauterelle est arrivée en automne de l'année 1712. J'espère qu'il n'y en a plus maintenant. Mais ce qui est pire, c'est qu'après l'invasion de sauterelle, on a vu des incendies qui détruisaient des maisons à Tercier ou encore à la Favière. Et vous voyez donc des anecdotes. Alors la deuxième partie traite des relations avec les seigneurs qui possèdent un château dans le centre du village de Prats. Je ne sais pas très bien où ça se situe. Et les procès avec les citoyens sont extrêmement nombreux. Elle nous en cite pas mal, avec des transactions qui mettent fin au procès. Je me souviens que j'enseignais cet adage aux étudiants d'aide de Strasbourg, qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Dans la troisième partie, elle nous parle des problèmes, des pratiques religieuses, et elle nous raconte notamment ce qui se passe en matière de mariage. Alors là, je ne sais pas si j'ai fait une interprétation un peu extensive, mais je trouve ça intéressant parce que figurez-vous que si on suit Mademoiselle Cazer, on s'aperçoit que les jeunes filles de Prats devaient être extrêmement attirantes. Parce que les mariages, bien sûr, se font avec des époux qui sont, écrit-elle, assez fréquemment des gens du village, mais aussi des villages voisins, surtout de Blégier. Les gens de Blégier, ces jeunes hommes, étaient attirés par ces charmantes jeunes filles, mais Blégier, Mario, Le Vernet, Drex, etc., dit-elle. Mais ça n'est pas tout. Il y en avait de ces jeunes gens qui devaient savoir que c'était là qu'il fallait trouver l'âme sœur, puisqu'ils traversaient les montagnes, et c'était les garçons, dit-elle, de la région de Colmar, Bovzé, Torambas et autres, qui étaient nombreux à venir se marier à Prats. Et même, elle nous donne, en 1734, un certain Pierre Lieutot qui vient d'Arles pour se marier également avec Éléonore Audibert de Prats. Donc, vous voyez, cette conclusion que je fais peut-être hâtive, mais j'ai vraiment l'impression que, et peut-être que ça continue, monsieur le maire, vous pourriez nous dire, il y a de charmantes jeunes filles, il y a des charmantes jeunes filles au XVIIIe siècle.
Alors, à propos des pratiques religieuses, alors là, je trouve ça très bien aussi, mais est-ce que c'est une interprétation, là encore, trop personnelle? Le problème se pose à moi parce qu'elle nous relate l'arrivée d'une relique de Sainte-Anne avec tout ce qui est préparatif en 1779. Mais au travers de ce qu'elle écrit, on s'aperçoit que si l'évêché de Digne a souhaité faire venir ici une relique, c'est parce que pour nourrir et augmenter la piété des fidèles et leur inspirer une plus grande confiance. Donc on sent un certain laisser-aller religieux qui va peut-être avec la beauté des jeunes filles, enfin j'en sais rien, mais c'est intéressant de voir qu'on leur a envoyé. Alors écoutez bien, ça je trouve ça merveilleux, voilà la relique, une particule des os de Sainte-Anne, des os. Hein. Alors, on ne nous dit pas de quelle partie de l'os c'était, mais extrêmement intéressant. Donc, pour raviver cette foi religieuse. Et enfin, son dernier point, son dernier chapitre évoque la fin de l'Ancien Régime à Prats, avec ce que j'appellerais la fuite du dernier seigneur, un monsieur Essottier de Lascaris, qui s'en va, certainement parce qu'il a peur des révolutionnaires, et ses biens sont vendus. Alors, voilà, on peut dire que le texte de Mademoiselle Cazer, c'est un texte qui se lit plus facilement que les deux précédents. Il est sérieux, mais il est plein d'anecdotes, et j'ai trouvé extrêmement sympathique cette partie-là. Bien sûr, l'intérêt intellectuel des deux autres est primordial, je le reconnais aussi. Alors voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire très simplement, au fond vous inviter à lire, je voudrais vous faire, pour terminer, vous raconter une anecdote. Il y a quelques jours, j'étais dans un petit village qui s'appelle Soleias, près de Castellane, et mon éditeur, puisque j'ai la chance d'être édité, avait construit un mur exclusivement avec des livres. Et le soir, lorsque les 5 heures sont arrivées, tout le monde s'est précipité, tout le monde avait le droit de détruire ce mur en prenant le livre qui lui convenait. Eh bien, si vous voulez, pourquoi avoir fait cela? Pour détruire le mur de l'ignorance. Alors, nous ne prétendons pas ici détruire le mur de l'ignorance, mais sachez que si je suis terriblement attaché à la bibliothèque de Blégier, c'est tout simplement parce que je crois que lentement, mais très sûrement, elle détruit le mur de l'ignorance. Et ça, je trouve que c'est exceptionnel, et je continuerai à œuvrer pour qu'elle soit appréciée. Maintenant, je demande à l'extérieur. Merci, M. Morand. Tout d'abord, je voudrais remercier la Société scientifique et littéraire qui nous fait l'honneur, et c'est un grand honneur pour nous d'être présents ici ce soir, à travers son président, le vice-président et ses membres. Et si je peux apporter une pierre à votre moulin ou un peu d'eau, je pense que la maison dont vous parliez tout à l'heure, c'est la maison du Seigneur, qui se situe sur la place du village et qui est l'ancienne maison de mon prédécesseur, M. Théus. Voilà. Ça reste sous réserve, bien entendu. Voilà. Merci à vous tous, merci d'être autant nombreux. Nous, comme je l'avais dit la dernière fois, nous avons fêté cette année et nous fêtons encore le 10e anniversaire de cette bibliothèque. Et c'est vrai, on s'est aperçu, depuis la création de la bibliothèque, il s'est greffé énormément d'animations autour de la bibliothèque, et j'ai l'habitude de le dire, on a ouvert une fenêtre sur la culture. Et cette fenêtre, elle est importante pour nous tous. La preuve, vous êtes ici ce soir.
C'est des réunions que l'on n'avait pas auparavant. Et grâce à cette bibliothèque, et je lui souhaite longue vie, on va pouvoir ouvrir davantage aux gens le savoir et, comme vous disiez tout à l'heure, détruire le mur de l'ignorance. Merci, Monsieur Laurent. Si vous avez des questions, moi je ne peux pas répondre, mais Madame Lanier peut répondre éventuellement. Est-ce que quelqu'un... Oui, monsieur. Je voulais juste savoir, est-ce que par hasard on a une idée de pourquoi dans les passés les noms ont changé dans des lieux? Qu'est-ce qui s'est passé dans la population? Disons que ça change de plusieurs manières. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de nouveaux occupants qui viennent d'autres horizons, qui n'ont pas le même accent. Et disons qu'ils peuvent transformer un peu sensiblement le nom. La plus grosse transformation, elle se produit parce qu'au départ, un nom de lieu, il est motivé, comme on dit chez les linguistes, c'est-à-dire qu'il a un sens. Il peut s'appliquer à la topographie, ou le nom de l'occupant, etc. Et insensiblement, au bout des générations, il y a une perte de mémoire. Et de fait, le nom, il prend sa liberté. C'est-à-dire qu'il n'est plus prononcé tout à fait pareil. Donc il se déforme un petit peu, il s'use. Il y a beaucoup de noms où on s'aperçoit d'ailleurs, on a des références, c'est-à-dire qu'on a le nom du polyptyque en 813, on a des toponymes du Moyen-Âge, et on connaît certains lieux et on voit que ça s'érode. Il y a une syllabe qui saute. On avale un peu les mots, voilà pour dire. Voilà, donc c'est le principal danger pour le nom en fait. Et puis il y a un autre aussi phénomène, c'est qu'il y a souvent une surimposition, c'est-à-dire qu'il y a d'autres modes de pratique sur un espace agricole ou urbain, ce qui fait que le nom change complètement parce qu'il y a d'autres pratiques qui se créent, de nouveaux bâtiments, donc voilà. Donc là c'est carrément une perte totale de mémoire. Voilà. Enfin, disons que l'avantage qu'on a dans les communes, c'est qu'on conserve un petit peu des livres terriers, donc on a quand même des toponymes du XVIIe, plus rarement du XVIe, ce qui nous fait un pont pour atteindre les noms plus anciens. Voilà. Merci. Oui, monsieur. Une question. Madame. Bonsoir madame. J'ai lu avec le plus grand intérêt votre étude et vous faites une recension apparemment exhaustive de tous les lieux de prière, et de pèlerinage. Et sauf erreur de ma part, vous ne citez jamais la petite chapelle qui est en face de Champ-Pourcel. Comment ça s'appelle? Ah, voilà, bonne question. Notre-Dame, mais je n'ai pas étudié, enfin disons que j'ai des petites idées, mais je n'ai pas étudié de correspondance toponymique encore entre ce site et un site de carolingien. Voilà, je pensais à Orsaria, mais j'en suis pas sûre. Enfin disons, Elisabeth Soise m'a contredit, donc je n'irai pas plus loin. Voilà, parce que bon, selon d'anciennes sources, c'est une chapelle qui est relativement ancienne. Très ancienne, oui, parce que j'ai prospecté un petit peu le secteur et on trouve des téculés. Les téculés, c'est signe d'un habitat gallo-romain ou au Moyen-Âge. Et donc, vous me ferez sûrement la surprise prochainement, lors d'une prochaine étude, de détailler un petit peu cette chapelle. Disons que je n'ai pas. Disons que c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de localiser tous ces noms carolingiens. Alors, si on a d'autres éléments qui permettent des recoupements et conforter une correspondance, oui, mais malheureusement, j'ai étudié les terriers du secteur et il manque des toponymes anciens, quoi. Voilà. Il y a des trous, oui. Merci. Merci, madame. Je regarde. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous signale que après toutes ces discussions, après cette présentation, nous sommes invités quelques pas plus loin pour boire le verre de l'amitié. Alors, je ne sais pas. Et Madame Isdar. Janine Parca, Grasse, il y avait un port. D'où
vous partez les Grondas qui allaient descendre la Béole du mois de juin au mois d'août à peu près, qui à la Javie prenait de la place et descendait jusqu'au Metz. Et au Metz, ça repartait vers Aix, Par la violence. Il y avait un port à mettre entre Maligé et Metz.